Salut les curieux, et nous voici dans un épisode spécial Movisaurus Show. Et aujourd'hui, nous allons décortiquer un film mettant en scène des dinosaures. Alors oui, j'ai dit nous, car aujourd'hui, je ne vais pas être tout seul pour décortiquer ce film. Je serai accompagné par des spécialistes dans leur domaine, en lien avec ce film et le cinéma en règle générale. Et nous allons donc analyser un film d'animation. Oui, encore, c'est vrai que le premier épisode de Movisaurus Show était déjà sur un film d'animation. Un film fait en image synthèse et produit par les studios Disney. C'était le non moins célèbre Dinosaure. Mais ici, point d'image de synthèse. Je dirais plutôt que c'est un film d'animation en version old school, version premier dessin animé de Walt Disney, fait à la main. On va donc vous présenter, vous décortiquer le fameux film des années 80 qui a mis en émoi le jeune public à la façon Bambi. Nous allons vous parler de Land Before Time, le titre anglais, et en français, plus connu sous le nom Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles, produit par les studios Universal. Et celui qui va commencer cette présentation est un tout nouveau spécialiste des animaux, je dirais, mal connus, mal aimés du 7e art. Je veux parler de Bugs and Pixels. Salut Bugs, c'est à toi. Salut Cusa, eh bien je m'y colle. Lorsque l'on évoque la question des dinosaures au cinéma, on imagine tout de suite la saga Jurassic Park, adaptée du roman éponyme de Michael Crichton et adaptée sur le grand écran par Steven Spielberg en 1993. Mais on oublie trop souvent que quelques années auparavant, c'est un film d'animation qui toucha toute une génération d'enfants, contribuant à ancrer définitivement les dinosaures dans la culture populaire. Vous l'aurez compris, il s'agit du film d'animation Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles. Réalisé par le talentueux Don Bluth, qui trouva sa vocation dans le métier de dessinateur dès l'enfance grâce au visionnage de Blanche-Neige et les 7 nains. L'homme devient, des années plus tard, animateur chez Disney, de 1971 à 1979, travaillant notamment sur Robin des Bois, Les Aventures de Bernard et Bianca ou encore Rox et Rookie. Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles sort au cinéma en 1988 et est produit par un certain George Lucas et, je vous le donne en mille, Steven Spielberg. Ce dernier a donc commencé à préparer le terrain pour nos chers bambins, en attisant la dinomania de l'époque et en rendant les dinosaures accessibles pour un large public, en émerveillant ce dernier avant de le faire frissonner quelques années plus tard. Le métrage d'animation remporte un grand succès au box-office, si bien qu'il aura connu 13 suites, de qualité plus ou moins variable. Il raconte le périple de 5 jeunes dinosaures, séparés de leurs parents suite à un grand tremblement de terre, cherchant le chemin de la Grande Vallée, là où eau et nourriture se trouvent en abondance, et où tous les troupeaux de dinosaures se dirigent. Ils vont lutter tous ensemble dans un long et dangereux périple, fuyant le terrible Dent Tranchante, un T-Rex responsable de la mort de la mère du protagoniste principal, Petit Pied. Ce qui rend ce Bambi à la sauce préhistorique mémorable des années après sa sortie, c'est tout d'abord son animation, le plaçant dans la lignée des dessins animés traditionnels, au graphisme et aux couleurs fantastiques, projetant le spectateur dans une autre époque. La bande originale aussi n'est pas en reste, puisque très poétique. Elle est réalisée par le génial James Horner, explorant les thématiques de l'acceptation de l'autre et de ses différences, la tolérance, la coopération, le deuil et la notion d'espoir. Les dinosaures sont tous d'espèces différentes et présentent des comportements différents dans cette aventure avec un grand A. Tantôt courageux, hardi, peureux, placide ou têtu. Et c'est cette large palette émotionnelle qui peut permettre au public, et notamment à un jeune public, de s'identifier aux protagonistes. La clé de leur réussite est l'acceptation de leurs différences et leur coopération. Petit Pied connaît aussi l'étape du deuil, par la perte de sa mère au début du film. Mais pourquoi? J'ai pas besoin de le savoir, tu seras avec moi. Je serai avec toi, même si tu ne me vois pas. Pourquoi tu dis même si je te vois pas? Je peux toujours te voir. Le personnage de Serra, la jeune Triceratops, sous l'influence de ses parents, refuse de jouer avec d'autres races de dinosaures. Il y a là clairement une métaphore de la discrimination et du racisme. Petit Pied. Viens, Serra. Les 3 cornes ne jouent jamais avec les longs coups.
Becky, une petite Parasauropus, vient contrebalancer tout ça en ajoutant de la joie et de la gaieté. Marche pas sur une crevasse ou tu te casses ta carcasse. Merci Bugs pour toutes ces informations. Maintenant, nous allons parler de la musique. Et pour cela, j'ai besoin d'un spécialiste de la musique sur YouTube. Oh! Salut Julien! Hey! Salut cousin, ça va? Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, tu prends encore ton bain habillé. Ah non, c'est pas si la lessive! Non. Ouais. Tiens, chérie, tu peux me laver mon slip à paillettes là ce soir, j'ai soirée disco. Oui, je sais. Hein? Ok, oui, par contre, tu peux me parler de la partie musicale du film Le Petit Dinosaure? Ah ok, je veux bien faire une vidéo, mais attends, je vais dans mon décor. Ah! Et ben voilà, on est mieux là. Sachez pour commencer que la bande originale a été composée par un tout petit compositeur finalement. Oui, vous savez, celui qui a également fait un film qui parle de bateaux et de glaçons géants, hein, et les deux ensemble, ça fait... Et ça fait bim, bam, boum, ça fait pch, et ça fait vroom. Ou également un film où le héros principal se met dans la peau d'indigènes extraterrestres à la peau bleue, hein. Un bon film de série B, quoi. Et j'oubliais, il y a également une petite chanteuse méconnue qui a aidé à populariser des artistes aux États-Unis. Ah oui, comment il s'appelle lui déjà? Ah oui, c'est ça, Michael Jackson, oui. Et son célèbre titre Beat It. C'est mieux en anglais quand même. Mais non, bien sûr, vous avez deviné, je parle de James Horner, le célèbre compositeur qui également a souvent collaboré avec James Cameron, que tout le monde connaît ici. J'espère, sinon vous ne méritez pas cette vidéo. Je rigole, je suis élitiste. Donc comme je le disais, ils ont travaillé ensemble sur des films comme Titanic et également Avatar. Et notre illustre chanteuse n'est autre que Diana Ross, celle qui a aidé à faire connaître les Jackson 5. Donc Michael Jackson, j'ai plus de lumière. C'est embêtant. Juste avant de travailler pour le film d'animation Le Petit Dinosaure, James Horner fit la musique de Fievel et le Nouveau Monde, qui lui aussi était bizarrement un film d'animation curieusement réalisé également par Dave Bluth. Par Dave Bluth. La musique de James Horner fut interprétée par le très célèbre Orchestre Symphonique de Londres. Oui, vous savez, celui qui a également réalisé la bande originale de la plus grande saga du monde, Star Wars. Avis personnel. Et évidemment, vous le savez, sous la direction du grand John Williams. Petite anecdote, la même année que la réalisation de la musique du Petit Dinosaure, il réalisa également celle du célèbre film fantastique Willow, de Ron Howard, mais produit par George Lucas. Décidément tonton, t'es partout. Quant à Diana Ross, elle interpréta la musique If We Hold On Together. Ah oui, vous le savez peut-être pas sur cette chaîne, mais sur la mienne ils le savent, j'ai un accent de merde en anglais. Donc voilà, vous êtes prévenus. Titre qui fut également composé par James Horner. Même si les paroles furent écrites par Will Jennings, la boucle est bouclée. Merci à toi pour l'invitation. Merci Julien. Et maintenant, venons à la partie dinosaures et paléontologie. Mais surtout de l'évolution de notre regard sur les dinosaures bien avant le film Jurassic Park. D'ailleurs, ce film est un prémisse de Jurassic Park, car le producteur Steven Spielberg réalisa ce film 3 ans après Le Petit Dinosaure. Et c'est à la fin de l'année 1989 et début 1990 qu'émerge l'idée à Steven Spielberg d'adapter au cinéma le livre de Michael Crichton. Spielberg n'a jamais caché sa fascination pour les dinosaures, ce qui l'amena à produire et réaliser de nombreux métrages sur le sujet. Mais ce premier fut donc Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles. Déjà, ce qui peut arrêter plusieurs spécialistes ou fans de dinos sont les énormes anachronismes qu'il y a dans ce film, sans oublier les dinosaures qui n'ont pas la même origine géographique. Si tout de même une grande majorité ont vécu en Amérique du Nord et à la fin du Crétacé. Alors commençons par le début. Nous découvrons un Thalattosuchia, chassant un petit sauropside. Alors oui,
Vu la difficulté d'analyse que j'ai eue d'avoir à nommer les différents représentants de ce film, les différents animaux qu'on voit tout au long du film, je n'ai pas pu donner précisément les noms d'espèces. Donc bien souvent, soit vous avez des noms de genre, ou même également de familles et de grands groupes d'animaux. Ce que je vous dis, c'était assez compliqué. Il y avait tout et n'importe quoi, et surtout de nombreuses chimères, mais nous en verrons que quelques-unes, et surtout les plus intéressantes. Alors, les Thalattosuchia, eh bien ce sont des crocodiliens marins qui ont disparu au début du Crétacé. Et si on analyse le contexte, une grande crise environnementale pendant l'histoire de nos héros, et que l'on regarde les animaux présents comme Tyrannosaurus, Triceratops, Pachycephalosaurus, Struthiomimus et Ornithomimus, on se situe bien au Crétacé terminal et on est témoin de la crise Crétacé-Paléogène qui mit fin au règne des dinosaures non aviens. Donc le Thalattosuchia n'a déjà pas sa place ici. Alors certains vont me dire « Ouais, mais c'est un Compsosaurus !» Bah non, car le Compsosaurus a bien des membres munis de doigts mobiles et non de palettes natatoires, comme dans le film. Et ce n'est pas non plus un mosasaure, au vu de la tête de l'animal. Venons à deux autres animaux que nous voyons juste après, alors qu'ils sont seulement un seul et même animal. Ce sont les deux Camarasaurus. Et oui, ce sont bien des Camarasaurus, qui ont vécu au Jurassique supérieur, il y a environ 150 millions d'années, et non pas il y a 66 millions d'années, l'époque où se situe notre histoire. Dans le film, on voit des Zoolophus, des hadrosaures qui, eux, sont des dinosaures du Crétacé terminal. Alors, on a trouvé des restes de ce dinosaure en Asie, mais également en Amérique du Nord. Donc, pour eux, ça colle. On y voit des adultes, mais un des personnages et des héros du film est un de ces dinosaures. C'est Becky, une très jeune Zoolophus, qui malheureusement nous présente une vieille idée que nous avions sur les hadrosaures. Les hadrosaures nageurs, d'après les études de Henry Fairfield Osborn. Et oui, encore lui. Et sur les Edmontosaurus. Au début du siècle dernier. Et d'ailleurs, on nous montre des hadrosaures et des sauropodes également qui se nourrissent de plantes aquatiques. Ce qui représente également une vieille idée selon laquelle ces dinosaures avaient des mâchoires et des dents ne leur permettant pas de se nourrir de plantes coriaces, ce qui est encore une erreur. Il y a Serra qui elle aussi est bien un dinosaure du Crétacé terminal, d'Amérique du Nord, mais encore une fois, une vieille représentation est ici dépeinte. La posture des membres antérieurs, qui sont semi-érigés comme ceux des crocodiles actuels. De nombreuses représentations de squelettes, depuis le début du XXe siècle, nous montrent des cératopsiens, ornithischiens munis de collerettes et bien souvent de cornes. Ils nous les montrent avec des membres antérieurs semi-érigés. C'est le professeur Richard Swan Lull qui représenta pour la première fois au début du XXe siècle ces animaux ainsi, et d'après ses études sur l'articulation des membres antérieurs de ces derniers. Il faut attendre les années 1960 pour voir ces représentations corrigées et enfin découvrir des animaux totalement dressés sur leurs quatre membres. Il y a aussi Petri qui est un jeune ptéranodon. Mais là aussi, malheureusement, il y a un problème. Car cet animal a vécu bien à la fin du Crétacé, en Amérique du Nord. Mais il n'a jamais connu la crise KPG. Car il a vécu il y a un peu plus de 80 millions d'années. Mais on peut tout de même saluer l'absence de dents, ce qui n'est pas le cas dans Jurassic Park. Et au fait, on voit le ptéranodon se déplacer bien souvent sur ses deux pattes postérieures. Et il faut savoir qu'en 1980, on débattait toujours sur la marche bipède ou quadrupède des ptérosaures. Et il faut attendre la découverte d'empreintes de ptérosaures dans le sud de la France, plus précisément à Cressac, dans les années 1990, et les publications de Jean-Michel Mazin pour enfin déterminer la quadrupédie de ces animaux. Ah, et pointu, le stégosaure. Ah oui, là aussi, on a tout faux au niveau datation, car il a vécu à la fin du Jurassique, tout comme le Camarasaurus et l'Apatosaurus. Et oui, on va y venir à cet Apatosaurus, car petit pied
le héros principal de l'histoire est un sauropode, et plus précisément un Apatosaurus. Et comme je l'ai dit, il n'a pas vécu au Crétacé terminal, mais à la fin du Jurassique. Mais ce n'est pas la seule grosse erreur à son sujet. Car si vous regardez sa tête, on dirait un subtil mélange de Camarasaurus et de Diplodocus, alors que son crâne était celui d'un Diplodocussidé, et donc très proche de celui de Diplodocus. Mais lorsque nous avons découvert les premiers restes d'Apatosaurus en 1860, on n'avait pas de crâne. Et lorsque les premières représentations furent montées à la fin du 19e siècle, on utilisa des crânes bien connus à l'époque, ceux de Camarasaurus. Malgré ces erreurs, les dinosaures du film Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles sont représentés sans la queue rampante au sol. Et détail intéressant, les sauropodes sont présentés comme des animaux se déplaçant à lambe, ce qui signifie que les membres d'un côté de l'animal se déplacent simultanément. Les deux membres du côté droit, les deux membres du côté gauche, et ainsi de suite, à l'instar des grands mammifères actuels, l'éléphant et la girafe. Ce qui est une idée qui ne fait pas consensus, mais qui tout de même est très intéressante. Dernière représentation très intéressante de le film sont les pycnofibres. Oui, car au début du film, nous voyons des ptérosaures habillés de ces pycnofibres. Alors, je n'ai pas pu déterminer l'origine exacte de ces animaux. On dirait des chimères de Rhamphorhynchus, Dimorphodon, Eudimorphodon et Pterodactylus. Mais pourquoi autant d'erreurs grossières et surtout anciennes dans ce film au milieu de bonnes idées? Peut-être parce que les réalisateurs de ce film ont connu leur jeunesse et leur passion pour les dinosaures dans les années 60, où se côtoyaient d'anciennes idées persistantes et les idées novatrices de nouveaux jeunes paléontologues. L'avènement d'un renouveau. Et ce film est l'une des meilleures représentations de ce cap. Maintenant, nous allons vous présenter notre ressenti lorsque nous avons découvert pour la première fois ce film. Et d'ailleurs, nous allons aller dans l'ordre de notre épisode. Nous allons commencer donc par Bugs. Le petit dinosaure possède un côté sombre assumé, venant titiller notre sensibilité. Bien qu'à l'origine, le film devait l'être davantage, comme en témoignent les projections tests. Les notions de pouvoir de l'amitié et de pouvoir de l'amour sont présentes, mais ne desservent pas le propos du film, bien au contraire. Tout comme l'intrigue que l'on peut juger avec un regard d'adulte assez simpliste. Mais c'est avec nostalgie que je me souviens d'un film d'animation qui a eu le pouvoir d'éveiller le côté humain et artistique d'un enfant. Touchant, empreint d'émotion et d'espoir. Un roi lion avant l'heure, oscillant entre merveilleux, tristesse et violence, abordant les thématiques de l'acceptation de l'autre et de ses différences, la compassion, la coopération, la tolérance, l'autonomie, ainsi que le deuil. Le tout dans l'univers fascinant des dinosaures, ce qui a contribué à attiser la dinomania de l'époque et à initier de nombreuses passions et de vocations de paléontologues, quelques années avant une certaine saga culte lancée par notre cher Steven Spielberg. Alors pour être totalement honnête, mon cher Cusa, eh bien le seul truc que je me souvienne de ce film, c'est la fameuse scène de la mort de Petit Pied, qui à l'époque m'a quand même fait verser quelques larmes, un peu comme le Roi Lion. Ouais, ça c'était avant que je sois totalement sans émotion. C'était avant YouTube. Allez, salut. Pour ma part, j'avais 9 ans lorsque le film est sorti dans les salles. Mais malheureusement, mes parents ne m'ont pas emmené le voir au cinéma. Mais 3 ans plus tard, grâce au vidéoclub, oui, ces boutiques que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Oui, où on allait louer des cassettes vidéo, oui, des sortes de gros boîtiers rectangulaires qu'on introduisait dans un magnétoscope. Ce genre d'engin, lorsqu'on mettait la cassette, on priait pour que la bande magnétique ne soit pas avalée par le magnétoscope. Parce que si c'était le cas, votre film était foutu. Et bien grâce à ce support, j'ai pu découvrir le film Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles. J'avais déjà 12 ans, mais je l'ai tout de même énormément apprécié. Et comme de nombreuses personnes, j'ai versé mes petites larmes lors de mon premier visionnage. C'était la première fois que je voyais des dinosaures avec des représentations modernes et s'inspirant des travaux de paléontologues comme John Ostrom, Robert Baker
et Jack Horner. Et quelques mois plus tard, je lisais le fameux roman Le Parc Jurassique de Michael Crichton, qui donnera quelques années plus tard le film Jurassic Park. Le premier visionnage de ce film, ma première lecture du parc Jurassique et également mon premier visionnage de Jurassic Park resteront des moments gravés en moi. Ils m'ont fait découvrir une nouvelle vision de nos sauriens préférés. Malgré les nombreuses incohérences et erreurs, c'est pour moi une œuvre majeure dans le renouveau de la Dinomania. Nous en avons fini avec cette présentation. J'espère qu'elle vous a donné envie de revoir cette œuvre. Et d'ailleurs, si vous avez des enfants et que vous l'avez toujours pas vu avec eux, eh ben je trouve que pour Noël, c'est un très bon moment à passer sur le canapé. Cela a été un grand plaisir de réaliser cette vidéo avec Bugs, Julien et Cédric. Tenez les gars, vous pourriez d'ailleurs vous présenter, présenter vos nouvelles chaînes respectives. Allez Bugs, vas-y, fais pas le timide, lance-toi. Eh bien, Bugs and Pixels, c'est tout simplement la chaîne dédiée à la nature et à l'image sous toutes ses formes. Alors si certaines bestioles vous rebutent, mais que vous êtes malgré tout intéressé par les créatures qui peuplent notre imaginaire collectif, comme celles que l'on retrouve dans les films, la littérature ou les jeux vidéo, alors cette chaîne est faite pour vous. Bref, on va utiliser la pop culture afin d'aborder les merveilles de la nature, car entre les deux, il n'y a qu'un pas. Donc oui, merci pour l'invitation, merci beaucoup. Moi je suis Julien Belabi, j'ai une chaîne qui parle de l'univers de la musique, de son histoire, de ses épopées, de ses anecdotes. Bref, si vous êtes fan de musique, si vous vous posez des questions sur la musique, je pense que ma chaîne pourra vous plaire. Mais surtout, abonnez-vous à mes camarades vidéastes qui ont fait partie de cette vidéo, puisqu'ils sont tous talentueux. Et en plus, c'est gratuit de s'abonner, de liker, de partager, donc faites-le quand c'est gratuit, c'est bien. Je dirais même plus, quand c'est gratuit, ça fait plaisir. Allez, abonne-toi. Et sur ce, joyeux Noël à tous. Et surtout, que la curiosité soit avec vous. À tout jamais. Oui, oui, oui.